Un nouveau venu dans les kiosques, c'est toujours une bonne nouvelle en cette semaine de la langue française. Zadig est un trimestriel qui veut montrer la France d'aujourd'hui loin des clichés. Nous recevons son rédacteur en chef, François Vey. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous Merci. êtes donc le rédacteur en chef de cette nouvelle revue, ce journal trimestriel, alors que l'on trouve en France, mais aussi en Suisse, en Belgique et au Canada. Alors l'ambition première de Zadig, quelle est-elle? C'est de raconter la France. Donc de raconter la France avec des articles un peu longs, des sujets un peu longs, et en ayant comme contributeurs des écrivains, des journalistes et des intellectuels, des chercheurs. On va décliner bien entendu les sujets de ce premier numéro qui s'intitule « Réparer la France ». Non pas comment réparer la France, mais réparer la France. C'est important de ne pas avoir mis un point d'interrogation ou une question. En fait, réparer la France, il y a des gens qui le font déjà, et c'est un peu le sens de ce titre-là. C'est aussi une injonction, après les événements et toute la crise qu'on vient de vivre, bien sûr qu'il y a cette injonction, mais il y a concrètement des solutions et des gens qui, avant cela, étaient déjà à l'œuvre. Alors pourquoi avoir consacré ce premier numéro à ce thème? On imagine que le mouvement des Gilets jaunes a pesé? Oui, et en même temps, pour vous dire la vérité, c'est un magazine sur lequel on travaille depuis plus d'une année. Oui. Donc, on a préparé différents numéros zéro. Et puis, quand on a commencé à travailler très sérieusement, la crise des Gilets jaunes, elle avait déjà commencé. Donc, effectivement, comme c'est un événement majeur et que c'est une revue culturelle qui s'intéresse à la société française, on ne voyait pas comment ne pas en parler, ne pas en traiter. On a voulu simplement en traiter de manière un petit peu différente pour essayer de voir ce qu'on pouvait en retirer, comment on pouvait raconter des histoires qui ne soient pas celles qu'on avait déjà entendues et d'aller voir sur la le vie terrain. voilà, sur le terrain de ceux qu'on appelle les invisibles, disons des personnes qui travaillent, qui ont une activité, qui souvent manquent de considération sociale ou tout simplement auxquelles on ne prête pas attention. Et qui manque de structures publiques. Il y a notamment toute une enquête qui s'appelle « Pourquoi tous ces services publics ferment ?» Texte de Julie Gacon avec des illustrations de Stéphane Tapier. Que ressort-il de cette enquête? En fait, ce qui nous a intéressé, parce que le thème des services publics qui désertent les villes moyennes ou qui désertent les zones rurales, on en avait déjà beaucoup entendu parler. Ce qui nous a troublé, si vous voulez, c'est que quand vous regardez l'hôpital, quand vous regardez la poste, quand vous regardez des grandes institutions, chacune, en fait, elle a sa rationalité, elle a des critères, et donc elle décide de fermer tel bureau de poste, on va fermer tel hôpital, en fonction de critères parfaitement rationnels. Mais très souvent, ces grandes administrations ne regardent pas ce que fait l'autre, et surtout, les gens qui sont concernés, tout à coup, ils peuvent se voir, non pas condamnés une fois, mais 2 fois, mais 3 fois. Ils peuvent subir une sorte de triple peine, donc voir tous leurs services publics disparaître d'un seul coup. Et puis on s'aperçoit aussi qu'il y a des toutes petites villes qui les gardent et des villes moyennes qui en ont beaucoup moins. Donc on a cherché à comprendre les critères. Et puis on s'est rendu compte aussi d'une chose qui me paraît intéressante, c'est que très souvent ces fermetures, elles sont programmées et préparées. Et donc on organise quelque part la baisse de la fréquentation par une visibilité moindre. C'est le cas par exemple des lignes de chemin de fer, ce qui fait qu'effectivement après on a beau jeu de dire qu'elles sont peu fréquentées. Parce que l'un des critères qui revient souvent, c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de patients dans cet hôpital, il n'y a pas beaucoup d'usagers sur cette ligne de transport. Les critères, ils sont objectifs. Très souvent, on ne peut pas dire autre chose. Effectivement, les gens sont mis devant le fait accompli. Après, il y a la question de savoir comment c'est appliqué et est-ce qu'il y a suffisamment de coordination. Très souvent, c'est les élus, en fait, qui sont obligés de dire, écoutez, rendez-vous compte, il y a plusieurs services publics qui vont fermer chez nous, au total. Alors, jour tranquille à Vierzon, dans le Cher, où vous vous êtes rendu, votre équipe a rencontré le couple Bardon qui a décidé de vendre sa charcuterie parce que ce couple part à la retraite. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de donner la parole à ces femmes et ces hommes qu'on n'entend quasiment jamais, disons-le? Oui, alors là, c'est le thème. Là aussi, c'est un thème qui est assez bien répertorié. C'est le thème des centres-villes qui voient leur commerce fermé. Dans le cas de Vierzon, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est que c'est concentré sur une rue et c'est concentré sur des gens qui, en fait, arrivent à l'âge de la retraite. Donc, tous en même temps, ils veulent vendre leur commerce. Et ils s'aperçoivent qu'en fait, il n'y a pas de repreneur. Avant, c'était les enfants qui reprenaient parfois. Voilà, maintenant, les enfants partent dans les villes. Voilà, ça pouvait être les enfants, ça pouvait être d'autres jeunes professionnels qui prenaient la relève. Et donc là, ils se retrouvent dans une situation où ils sont obligés de continuer leur activité pour vivre. Ils n'arrivent pas à vendre leur commerce. Alors, tous ces sujets que vous abordez, vous dites que vous travaillez sur ce numéro depuis plus d'1 an. On a le sentiment que la presse traditionnelle, en tout cas les magazines, les revues à Paris, les ont quelque peu occultés ces derniers mois, ces dernières années. Comment l'expliquez-vous ?
Écoutez, je pense qu'en fait, effectivement, la presse qu'on dit nationale, c'est une presse qui est basée à Paris, qui avait historiquement beaucoup de correspondants, qui en a moins, qui envoie moins de gens sur le terrain. Il y a moins de moyens pour faire des reportages. Donc, effectivement, il y a une moins grande visibilité de ce qui se passe dans les provinces. Et après, les sujets qu'on a pris, ils peuvent apparaître très souvent d'une grande banalité. Donc, pourquoi s'intéresser à ces gens ? Il y a aussi ce professeur à Cagnes-sur-Mer. Pourquoi dites-vous qu'il a tout compris? C'est un portrait assez touchant. Écoutez, alors, ce professeur, nous, on l'avait repéré effectivement il y a 1 an et demi, parce qu'il a été sélectionné par une grande académie internationale privée en raison de son côté très innovatif en matière de pédagogie. Donc, c'est quelqu'un qui est donc a subi les épreuves d'une sélection internationale. Il s'appelle Patrick Saouya. Hein. Voilà, absolument. Et donc on l'a baptisé, parce que c'est la façon française de résumer les choses, on a dit, voilà, il a été sélectionné parmi les meilleurs profs du monde. En fait, c'est une pédagogie très innovante qu'il a inventée. Dans un collège qui se situe sur les hauteurs de Cagnes-sur-Mer, où il y a plutôt une population qui a un petit peu des difficultés, et surtout des enfants qui sont en grande difficulté scolaire. Et ce qui nous a paru très intéressant, c'est que donc c'est un collège d'enseignement général, on pourrait dire lambda, et voilà un professeur qui remotive, redonne de l'espoir à des jeunes qui sont là, ils ont échoué dans le système scolaire, ils y restent de force, contraints, ils ont perdu le sourire, ils ont perdu le moral. Il leur redonne l'envie, il leur redonne la motivation avec une pédagogie où en fait il organise des ateliers ouverts dans lesquels ces jeunes, et ça va vous parler, ils ont un mini studio de télévision à l'intérieur de l'école et ils font du journalisme sur le tas et ils arrivent avec le sourire et c'est une activité qui leur donne du coup goût d'apprendre. Il y a un certain nombre d'entre eux qui disent moi aussi j'aimerais bien être journaliste de télévision. Et vous redonnez aussi la parole et un visage à ces femmes que l'on ne voit parfois pas, notamment en région parisienne, à Créteil, dans le Val-de-Marne, avec pour titre « Elles s'entraident ». C'est un reportage donc sur les activités de ces femmes. Il y a aussi Orelsan, l'artiste qui, lui, depuis longtemps, raconte justement cette France périphérique. Il raconte sa ville de Caen, en Normandie. Pierre Rozan-Vallon, comme entretien, vous avez choisi cet homme. Pourquoi l'avez-vous choisi? Il dit notamment le problème de la justice sociale, c'est pas simplement le rapport entre une poignée de milliardaires et la société. Il parle aussi du peuple. Il dit que c'est une notion qui a été vidée de son sens ces dernières années. Ça nous a paru assez naturel d'aller vers lui parce que c'est un des professeurs du Collège de France, c'est le grand spécialiste qu'on a de la démocratie politique en France. Les problèmes qu'on traverse là, c'est bien de l'ordre de la représentation, du fonctionnement de la démocratie. Il a toute une œuvre derrière lui et ce qui nous avait paru intéressant, c'est que ça fait très longtemps qu'il tire la sonnette d'alarme en fait, qu'il insiste sur le fait que les institutions démocratiques fonctionnent mal et que surtout on a une crise de la représentation et il a lancé une collection là-dessus, donc ça nous parle, qui s'appelait « Raconter la vie », où elle consistait justement à redonner de la visibilité à des Français ordinaires, en disant au XIXe siècle, en fait, on racontait, des écrivains comme Balzac racontaient la vie de son épicier. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien, très finement, quel est le quotidien des gens, de quoi ils vivent, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ressentent. Il y avait Maupassant aussi, scène de la vie parisienne, scène de la vie de province. Donc alors, ça nous paraissait naturel de se tourner vers lui pour qu'il nous donne la mémoire de tout ça. Oui, et ça s'ouvre avec une chronique de Leïla Slimani, prix Goncourt, Tout changé, et Mona Ozouf aussi, la grande historienne qui vous raconte ses chagrins d'une mère et d'une grand-mère, ses rêves d'évasion, la Bretagne aussi. Est-ce qu'il y a d'esprit sans culotte chez les Gilets jaunes? Pourquoi sans culotte, dit-elle? Et oui, parce qu'effectivement, on était forcément tenté de lui poser la question, puisque c'est une des meilleures spécialistes de la Révolution française. Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites tout au long du traitement de cette crise. Et bien sûr, on a parlé des sans-culottes, on a parlé de jacquerie, on a utilisé plein de références historiques sans très bien maîtriser lesquelles. Donc elle nous parle d'excellence, elle a vu, elle est capable de raconter la Révolution quasiment jour par jour, donc elle voit les points de comparaison, les similitudes et puis les différences. Et donc, c'est toujours éclairant d'éclairer le présent avec le passé. Merci beaucoup, François Havette, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle donc Zadig, en vente en France, en Belgique, en Suisse et au Canada. Réparer la France, c'est ce premier numéro. Longue vie à vous. Voilà donc pour mieux en savoir sur la France d'aujourd'hui, loin des clichés.